L'entrepreneuriat est une discipline risquée, si on peut appeler ça une discipline. Oui, parce que les entrepreneurs sont souvent exposés à de nombreux pièges. Généralement, quand on y prend garde, on se retrouve esclave de son business. Et ça, c'est un des pièges principaux dans lesquels la plupart des entrepreneurs tombent. Au début, malgré toute la bonne volonté du monde, on ne se rend pas compte qu'on est en fait un pion central. On est même parfois très content d'être le pion central, celui sans qui la machine ne peut pas tourner. Et progressivement, on finit par se dire, est-ce que je ne suis pas pris au piège? Est-ce que je ne me suis pas laissé prendre à mon propre jeu? Je vais aujourd'hui partager avec vous 10 leçons qui vont vous permettre de sortir de cet engrenage-là et d'éviter de devenir esclave de votre business. Parce que quand on devient entrepreneur, c'est pour régler des situations dans la société, apporter des solutions, gagner de l'argent et aussi être libre et épanoui. Alors ce serait dommage d'avoir cette quête-là et au final de se retrouver complètement à l'opposé, tenaillé par plusieurs chaînes. Nous allons voir ensemble quelles sont ces 10 techniques-là que vous pouvez utiliser et prenez de quoi noter, ça va déménager, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler de business. Vous savez que c'est un des sujets de prédilection de la chaîne. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de leadership, d'éducation financière, de productivité. Bref, de tous ces sujets-là qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et à l'exploiter au maximum. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, welcome on board. Abonnez-vous et rejoignez donc la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent la communauté rock. Alors, aujourd'hui, nous allons, comme je le disais, évoquer des techniques qui peuvent vous permettre de ne pas devenir esclave ou de sortir de cet engrenage si vous êtes déjà esclave. Dans une vidéo récente de la chaîne, j'expliquais comment est-ce qu'en fait les entrepreneurs sont finalement les personnes les moins libres et généralement ils ne s'en rendent pas compte. Ce sont des hommes en quête, des hommes et des femmes en quête de liberté, mais qui sont pris au piège de leur propre système, d'accord, sans s'en rendre compte. Et je vous invite à aller regarder cette vidéo-là si vous ne l'avez pas vue. Mais aujourd'hui, je veux aborder ça sous un autre angle. Je veux justement vous donner des conseils qui vont vous éviter de tomber dans ce piège, de vous retrouver dans cette situation-là. On va commencer par le premier conseil. La première technique, en fait, elle consiste à processiser les choses, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des processus efficaces. Quand on parle de processus, les gens parfois pensent que ce sont des choses forcément compliquées. Parce qu'on dit manuel de procédure et certains se disent oui ça doit être 600 pages, etc. Oui, il existe des cas, surtout pour une entreprise qui grossit, où un manuel de procédure peut devenir volumineux, peut être presque contraignant, même si en fin de compte c'est indispensable d'en avoir un. Mais pour une start-up, pour une PME, pour la plupart des entreprises qui ont même jusqu'à 40, 50 employés ou plus, vous n'avez pas besoin d'avoir un manuel de procédure comme ça. L'essentiel, c'est d'avoir des process. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement de pouvoir définir quelles sont les étapes pour chaque type d'action. Je vous donne un exemple. Lorsqu'un client arrive dans une boutique, comment vous faites? Dans le cas d'espèce, par exemple, quand on parle d'une boutique, nous avions une boutique qui s'appelait la boutique d'Aelia. Pour cette boutique-là, on avait rédigé un certain nombre de processus. Comment est-ce qu'on gère les questions de monnaie pour faire le change quand quelqu'un arrive avec 10 000 francs et qu'il n'y a pas de quoi lui rendre sa monnaie, mais comment on fait? Parce que moi, je ne veux pas que dans mes établissements, les gens se plaignent ou attendent pendant 20 minutes avant d'être servis. Donc, il y avait pour ça un processus qui consistait par exemple à dire que toutes les 48 heures, il fallait faire le point et voir s'il y avait suffisamment de pièces, de petits billets, de petites coupures et tout ça. Sinon, voir avec notre banque, etc., etc. D'accord? Comment est-ce qu'on fait quand un client doit patienter pour une raison ou une autre et qu'on doit aller chercher quelque chose dans le stock parce que c'est plus un rayon? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Comment est-ce que les rayons doivent être achalandé et réachalandé toutes les 2 semaines, etc. Même sur le nettoyage, des choses qui ont l'air très simples, nettoyer les étagères tous les jours, ça, il vaut mieux l'écrire et le dire, parce que si vous supposez que les gens savent ce qu'ils doivent faire, ils ne le feront pas et ils vous diront qu'ils ne savaient pas. Parfois, ce sera par mauvaise foi, mais parfois, ce sera parce qu'ils n'ont pas du tout conscience de ce qu'ils doivent faire. Oui, ça, on s'en rend pas compte, mais tout le monde ne sait pas ce que vous voulez, vous. Donc, faites des procédures. Ça permet aussi de ne pas dépendre d'un collaborateur, qu'il s'agisse de vous ou de quelqu'un d'autre. N'importe qui lit une fiche, qui lit un processus,
une procédure doit savoir qu'en faisant ça, plus ça, plus ça, il peut arriver à tel résultat. C'est comme une recette de cuisine. Si vous avez les ingrédients et que vous suivez la recette, vous obtiendrez en fin de compte le plat proposé. Donc faites en sorte d'avoir des process pour tout, surtout ce qui est sensible. Commencez par les choses les plus compliquées et ensuite descendez jusqu'aux choses les plus banales. Vos équipes vous remercieront et vous les remercierez également parce que vous verrez que tout sera beaucoup plus fluide. Ray Kroc par exemple, qui est le fondateur de McDonald's, enfin le fondateur, allez justement regarder le film Le Fondateur qui raconte l'histoire de McDonald's. Ce n'est pas lui qui a créé le concept, mais c'est lui qui l'a popularisé et qui finalement est considéré comme le fondateur. Et bien Ray Kroc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assuré de systématiser complètement les opérations. Vous verrez dans le film, il est génial, c'est pour moi un des meilleurs films de tous les temps sur l'entrepreneuriat. C'est un biopic, parce que ça raconte une histoire réelle. Et il a systématisé le processus. Comment est-ce qu'on fait un hamburger? Quelle quantité d'oignons il faut? À quel degré est-ce qu'il faut cuire le steak? Combien de temps ça doit prendre pour faire un burger? Et tout est tellement systématisé que dans n'importe quel McDonald's au monde, eh bien, ces processus-là sont suivis. C'est ça qui fait l'efficacité du fast-food, justement. On va vite et on suit des règles. Donc, c'est une illustration parfaite de ce qu'un processus peut faire et comment est-ce que ça peut transformer littéralement une entreprise. Conseil numéro 2, déléguer. Vous devez apprendre à déléguer intelligemment, évidemment. Pour déléguer, il faut que vous puissiez comprendre que autour de vous, il y a une équipe. Et qu'une équipe, quand on en a une, c'est pour qu'elle serve. Il y a beaucoup de patrons, d'entrepreneurs qui ont du mal à déléguer les tâches. Ils ont du mal à laisser les autres prendre les devants. Et ça, si vous ne réglez pas ce problème, ça va se retourner contre vous. Parce que vous allez vouloir tout faire, vous voudrez tout contrôler et vous n'aurez pas suffisamment de temps pour vous concentrer sur tout ce qui est stratégique lorsque vous serez à l'opérationnel tout le temps. Il faut pouvoir déléguer en vous disant qui sait faire quoi, quelles sont les compétences de X et de Y. Au-delà des compétences académiques, sur le terrain, dans la réalité, quelles sont les aptitudes de telle personne? Est-ce que lui, il est en mesure de gérer, coordonner une réunion? Est-ce que Jeannette, elle est en mesure, elle, plutôt d'aller vers des négociations avec des clients, même si ce n'est pas forcément le cœur de sa fiche de poste? Donc, vous apprenez à connaître votre équipe comme un coach qu'on a, c'est joueur, comme un entraîneur connaît ses joueurs. Donc, faites ce travail-là, absolument, et vous verrez comment est-ce que vous allez gagner du temps que vous pourrez consacrer à tout ce qui est stratégique. Steve Jobs était connu pour déléguer énormément, même si c'était quelqu'un de perfectionniste qui était aussi vraiment en train de toujours tout scruter. Il était bien obligé de déléguer. Donc, il y a des équipes avec des personnes compétentes à qui on délègue un certain nombre de choses. Conseil numéro 3. Vous devez apprendre à faire confiance à vos collaborateurs. C'est un peu lié à ce que je viens d'évoquer. Parce que si vous ne faites pas confiance à vos collaborateurs, vous ne pouvez pas déléguer. Je sais que c'est très difficile dans nos environnements, surtout en Afrique, de pouvoir faire confiance aux gens parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'implication. C'est quelque chose qui est partagé, un sentiment partagé par beaucoup d'entrepreneurs. Moi, c'est quelque chose que j'ai senti aussi, évidemment, ressenti à plusieurs reprises, mais vous êtes obligé de trouver dans le lot quelques personnes en qui vous pouvez vraiment avoir confiance pour vous reposer sur ces personnes-là et renforcer leur autonomie, leur dire écoute, je te confie telle chose, tu es responsable. Il faut que ces personnes soient motivées, qu'il y ait, comme on dit, des bons points et des mauvais points. C'est une façon de parler, à vous de voir comment ça peut vous aider à mettre en place une politique incitative. Ok, mais aussi une politique, je dirais pas de répression, mais ni de coercition, mais quelque chose qui pourrait également, des mesures qui pourraient également faire office, d'accord, de contre-coup. C'est-à-dire, vous avez des bons points, il faut que de l'autre côté, les gens puissent savoir que, attention, là, je vais me faire taper sur les doigts si je n'arrive pas à faire ceci ou cela. Il y a des patrons qui sont experts dans ce domaine-là, qui ont cette aptitude, comme Richard Branson de Virgin, qui est connu pour vraiment, au-delà de déléguer, faire confiance, une pleine confiance à certains de ses collaborateurs. Ça part donc du recrutement, recruter des personnes qui vont pouvoir avoir la carrure nécessaire pour vous accompagner. Conseil numéro 4, il vous faut avoir un véritable leadership, un leadership aspirant. C'est quoi un leadership aspirant? Le leadership, c'est déjà la capacité à montrer aux autres le chemin. Il faut que vous puissiez partager votre vision. Les gens doivent savoir où vous allez. En gros, ça veut dire faire rêver vos collaborateurs, mais pas en leur racontant des salades. Non, vous devez avoir une vraie vision, vous-même déjà que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez votre vision? Est-ce que vous savez où vous voulez aller? Vous et l'entreprise, donc où allez-vous? Est-ce que vous partagez cette vision avec les collaborateurs? Parce que c'est en partageant la vision que vous allez voir la motivation s'enflammer chez eux. Et lorsqu'ils sont motivés, eh ben, ils sont plus impliqués. Moi, il est arrivé
que dans certaines de mes entreprises, à des moments donnés, la situation se dégrade complètement, mais que certains collaborateurs restent parce qu'ils croyaient à la vision et ils restent jusqu'à ce qu'on soit à nouveau à flot. Et c'est ça en fait, vous devez inspirer les gens au-delà des résultats immédiats, au-delà du salaire que vous leur versez, au-delà peut-être de l'image de marque qui fait que certains sont contents de travailler dans telle ou telle boîte. Il faut que vous soyez celui qui véritablement inspire les collaborateurs. Ils doivent avoir envie de croître avec vous. Vous devez être quelqu'un qui les embarque. C'est une des qualités phares d'Oprah Winfrey. On le lit souvent dans les interviews ou dans les ouvrages à son sujet. Elle inspire son entourage et les gens ont envie d'être comme elle et surtout de construire avec elle son empire. Donc si vous arrivez à faire ça, vous aurez des collaborateurs beaucoup plus motivés et ça va vous permettre donc de ne pas être la personne sur qui tout repose, parce que lorsque tout repose sur vous, le jour où vous n'êtes plus là, c'est la catastrophe. Sachez bien qu'il est important d'être utile, mais quand on est indispensable, ça devient dangereux. Celui qui est indispensable, il ne peut pas se libérer de ses fonctions généralement. C'est un gros piège, d'accord? Donc trouvez le moyen de développer votre leadership. Et si vous avez besoin d'être accompagné pour travailler là-dessus, par exemple, n'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi, hein, le lien est en description, et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Ce sont des séances qui se déroulent en ligne, des séances d'1 heure, pendant lesquelles je réponds à vos interrogations, qu'il s'agisse de préoccupations sur le business en lui-même, ou alors sur le développement personnel, les soft skills, comme dans ce cas-ci, où le leadership, c'est une partie des soft skills qu'il faut vraiment développer pour être plus performant dans son management. Conseil numéro 5, établir des objectifs clairs. Il vous faut des objectifs clairs et vous devez en parler avec votre équipe. Un objectif clair, c'est un objectif comme on dit SMART, d'accord, si on veut résumer les choses. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporairement défini. S-M-A-R-T, SMART. Parce que quand vous savez où vous allez, que c'est très clair, que vous avez un délai pour atteindre un objectif, qu'il est réaliste, même si vous mettez la barre à un certain niveau, eh ben, vous pouvez partager avec vos équipes cela. Et lorsque les objectifs sont assez clairs, chacun sait si les tâches sont bien réparties, s'il y a de la délégation et tout ce dont on a parlé précédemment, chacun sait alors ce qu'il doit faire. Quelle est sa mission? Quelle est la partition qu'il doit jouer dans ce concert-là pour que vous puissiez aller décrocher la palme, donc atteindre vos objectifs. Donc il faut que les objectifs soient suffisamment clairs. Des objectifs SMART, réalistes mais ambitieux, qui vont permettre aux uns aux autres de se dépasser, ok, et vraiment de mettre le turbo, quoi. Parce qu'autrement, si vous savez pas trop où vous allez, vous pouvez pas demander à vos collaborateurs d'être autonomes puisqu'ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Si c'est un peu une navigation à vue, ils vont toujours attendre que vous donniez des consignes, que vous fassiez ceci, vous fassiez cela. Ah, mais tant que monsieur ou madame n'a pas d'ici, c'est qu'on attend, c'est pas ce qu'on doit faire, nanani, nanana. Eh bien, vous serez donc toujours la personne sur qui il faut se reposer. Et vous devez sortir de là. Quand on a des objectifs annuels, mensuels, enfin trimestriels déjà même, semestriels avant, trimestriels, mensuels, hebdomadaires, etc. C'est assez clair. Chaque service, chaque département, chaque collaborateur sait ce qu'il doit faire et là, il doit rendre des comptes, faire des rapports, mais il a déjà la capacité de développer une certaine autonomie grâce à ces objectifs-là qui lui sont communiqués, qui sont publics et qui sont vraiment clairs pour tout le monde. Ensuite, on a une autre technique qui consiste à prioriser l'équilibre vie de famille, vie privée, on va dire, et vie professionnelle. Ça, c'est le conseil numéro 6 que je vous donne. Vous savez, quand vous ne prenez pas l'habitude dès le départ d'une aventure entrepreneuriale de consacrer du temps à votre vie personnelle, vous vous retrouvez dans des situations difficiles parce que vous allez consacrer tout votre temps au boulot et après, c'est difficile de switcher. Il faut dès le départ trouver un équilibre. Ça ne veut pas dire passer 50% du temps à travailler, 50% à s'occuper de soi, non. On est souvent très pris quand on lance une activité et parfois pendant même de longues années. Donc, ça peut être 80, 20%, peu importe, mais trouvez l'équilibre. Ne soyez pas tellement absorbé par le boulot que vous en oubliez votre famille et votre vie personnelle, même si vous êtes célibataire. Et en trouvant cet équilibre-là, vous verrez que, enfin, en le recherchant déjà, vous verrez que vous allez plus facilement faire confiance à vos collaborateurs et leur déléguer. Parce que si vous avez par exemple 2 heures de sport 2 ou 3 fois par semaine et que vous avez également une sortie au théâtre ou un repas avec des amis et que vous avez décidé que ça c'est immuable, que vous voulez maintenir ça dans votre emploi du temps à tous les coups, et bien à 17h30 le jour où vous avez sport, si ça démarre à 18h, vous savez que vous devez partir. Donc ce que vous auriez fait entre 17h30 et 19h, vous allez le confier à quelqu'un d'autre. Vous allez prendre l'habitude de le confier pour dégager du temps pour vous-même.
Et c'est en dégageant du temps pour soi qu'on renforce l'autonomie des autres et qu'on préserve sa santé mentale. Parce que sinon, si vous êtes sur tous les fronts, le jour où vous allez péter les plombs parce que votre santé mentale va en prendre un coup, et bien là, ça va être compliqué parce que toute l'entreprise va commencer à battre de l'aile à cause de votre absence. Donc vraiment, faites en sorte de ne pas être le moteur qui ne peut pas être remplacé, si je peux dire les choses ainsi. Conseil numéro 7, vous devez automatiser et utiliser la technologie, ou si vous préférez en utilisant la technologie, automatiser le maximum de tâches. On a parlé du fait de processiser, donc créer des process, des procédures. C'est un peu pareil, seulement qu'ici, on va s'appuyer sur tout ce que la technologie permet de faire pour pouvoir aller plus vite. Et également, ne pas être au four au moulin, ne pas avoir à faire un certain nombre de tâches qui sont des tâches rébarbatives, qu'on peut confier à des collaborateurs, mais eux aussi, et si on automatise certaines tâches, ça leur laisse plus de temps pour faire autre chose pour l'entreprise. Il faut toujours chercher à optimiser le temps, non seulement le vôtre, mais celui de tous vos collaborateurs. Les outils technologiques dont il s'agit ici sont nombreux. Regardons par exemple les outils collaboratifs tels que Trello ou Asana qui vous permettent donc de gérer des projets en ligne, de voir qui fait quoi, qui doit rendre quel document ou qui doit faire quelle tâche quand, est-ce qu'il l'a fait, pourquoi il l'a pas fait. En un clin d'œil, vous avez une vue complète des projets sur ces plateformes collaboratives là qui sont des plateformes online. Vous pouvez rajouter une multitude d'options et ça vous permet d'éviter aussi parfois des réunions inutiles parce que des questions que vous pourriez poser en réunion, vous avez déjà les réponses en regardant votre tableau de bord sur ces sites, sur ces plateformes, et vous pouvez mettre des commentaires, donc poser des questions à celui qui est chargé de la tâche, qui va répondre. Vous pouvez définir qui va voir tel projet, qui n'y a pas accès, qui a accès, etc. Donc c'est très important d'utiliser ces outils-là. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a tellement d'outils qui vous font gagner du temps. Il y a des outils qu'on utilise qui font gagner 10 fois, 15 fois plus de temps. Le plus connu, c'est ChatGPT, bien sûr, c'est extraordinaire, mais il y a énormément d'autres outils, donc documentez-vous là-dessus. Apprenez à utiliser ces outils-là, d'accord? Zapier, ChatGPT, tout ce qui peut être utile dans votre domaine d'activité de façon technique, mais de façon plus large aussi, ce qui peut permettre d'optimiser le travail, répondre aux mails plus facilement, pouvoir organiser les journées. Il y a des intelligences artificielles aujourd'hui qui, en écoutant une réunion, vous prennent note elle-même, si je peux dire ça ainsi, et vous propose le compte rendu après. Vous imaginez à quel point aujourd'hui les choses sont extraordinaires. Donc, appuyez-vous là-dessus parce que le but, c'est de gagner le plus de temps pour vous, pour les autres, pour que l'entreprise soit plus performante, que vous puissiez vous consacrer aux stratégies et progressivement sortir le pied d'une entreprise pour aller dans une autre entreprise, etc. Parce que la vraie liberté, c'est lorsque l'argent travaille pour vous, que vous n'avez plus besoin d'être là pour bosser tous les jours, 15 heures avant de pouvoir générer du cash. Ok ? 8e point. Se former continuellement. Pourquoi se former? Se former parce qu'il y a des techniques de gestion qui sont mises en place tout le temps. Il y a toujours de nouvelles méthodes de gestion ou d'anciennes méthodes qui sont mises à jour. Est-ce que vous connaissez par exemple les techniques de productivité? Est-ce que vous connaissez la méthode Eisenhower, la matrice Eisenhower? Est-ce que vous connaissez la méthode Pomodoro? Est-ce que vous connaissez ces différentes techniques-là? La méthode GTD, Get Things Done, tout ce qui permet d'être plus productif. Est-ce que vous vous formez à ça? Est-ce que vous lisez les revues sur le management, les études réalisées par Harvard Business Review et plein d'autres instituts de renom? Est-ce que vous cherchez à savoir quelles sont les nouvelles tendances, comment les choses fonctionnent? Vous devez le faire parce que le manager qui veut être plus performant doit continuer à se former. Toujours dans le but d'être de plus en plus indépendant et d'avoir des entreprises qui sont beaucoup plus performantes elles aussi. Donc formez-vous, n'arrêtez jamais de le faire, c'est important. Vous ne trouverez jamais un entrepreneur d'envergure qui ne lit pas beaucoup ou qui ne se forme pas. Ça n'existe pas. J'exagère peut-être un peu, mais la plupart de ceux qui franchissent certains paliers et qui continuent à monter sont des gens qui se forment d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des vidéos, par de la lecture, à travers des formations, ils se forment. Donc vous devez garder ça à l'esprit et maintenir votre indice d'enseignabilité suffisamment élevé. Conseil numéro 9, savoir prendre du recul. Yes, prendre du recul. Pourquoi? Parce qu'on a souvent la tête dans le guidon. On a la tête dans le guidon, on est dans l'opérationnel et on n'arrive pas à prendre des décisions éclairées. Or, celui
qui ne veut pas être esclave de son business doit pouvoir prendre des décisions éclairées, des décisions stratégiques. Comme je le répète depuis le début de cette vidéo, tout ce qu'on met en place, c'est pour avoir suffisamment de disponibilité mentale pour réfléchir de façon beaucoup plus objective. Parce que quand on a la tête dans l'opérationnel et qu'on doit s'occuper de différents détails continuellement, tel client d'ici, telle personne veut ça, tel collaborateur n'est pas content, etc., etc., on n'arrive pas à prendre de la hauteur. Donc, vous devez introduire dans votre planning, hebdomadairement ou dimensionnellement, à vous de voir, des plages où vous vous concentrez sur justement l'analyse avec du recul. Vous pouvez faire des retraites stratégiques avec vos équipes, 1-2 fois par an aussi. Donc on sort complètement du cadre. Et généralement pour faire ça, on change de lieu, ça peut être 2-3 jours quelque part dans un hôtel, même si vous êtes dans le même pays. Vous pouvez également aller simplement à la plage, si vous avez justement cet atout-là dans la ville où vous êtes, ou vous retirez, le plus important c'est ça. Aller dans un endroit qui dépayse et qui permet de réfléchir autrement et de stimuler l'imagination. Ça, c'est avec les équipes. Maintenant, pour le faire seul, vous pouvez décider, un week-end, d'aller marcher quelque part, de vous poser à un endroit qui est calme. Et dans cet endroit-là, vous êtes tout seul, vous réfléchissez, vous prenez du recul. Vous allez voir qu'il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de faire, qu'il y a des choses que vous pouvez déléguer, qu'il y a des projets qu'on peut laisser tomber, que ceci, que cela, qu'il y a des points sur lesquels il faut plutôt insister, etc. Donc ça vous permet d'être moins esclave aussi parce que tout ce que vous allez prendre comme décision grâce à ces retraites-là, si je peux les appeler ainsi, à ce recul que vous prenez, eh bien ça va vous permettre d'optimiser le business et d'optimiser votre temps. Je finirai par le 10e conseil qui est le suivant. Construire une culture d'entreprise solide. En Afrique, malheureusement, dans les startups et les PME, la culture d'entreprise est difficile à installer. Les gens ont du mal, les patrons déjà, les entrepreneurs ont du mal à donner le ton. C'est là que le leadership intervient et que le leader inspirant, lui, arrive à créer plus facilement une culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est ce qui va faire que vos collaborateurs vont épouser véritablement votre vision et qu'ils vont épouser les valeurs de l'entreprise, la mission, la vision, les valeurs, qu'ils vont incarner votre entreprise. Dans les grandes boîtes, vous retrouvez ça très facilement. Dans les multinationales, les GSM, les banques, les assurances, parce qu'il y a de gros moyens qui sont mis en place, déjà en termes de branding, donc rien que visuellement, les gens sont véritablement moulés dedans. Vous aurez plein de gadgets, plein d'objets de merchandising qui font que les gens rentrent dans l'esprit. Mais au-delà de ça, il y a également tout ce qu'il y a comme avantage. Le salaire et tout ce qu'il y a autour. S'il y a une assurance maladie, s'il y a la possibilité d'obtenir des prêts dans une banque où les salaires sont domiciliés, etc. Eh progressivement, les collaborateurs, lorsqu'ils ont accès à tous ces avantages-là, ils se disent je suis de telle maison, je suis de telle entreprise. Ils vivent vraiment la boîte. Mais le challenge pour les startups, justement, c'est de ramener la culture d'entreprise dans des structures plus petites où il n'y a pas vraiment de moyens. Mais qu'est-ce qui fait la différence de votre structure ? Est-ce que c'est la décontraction? Est-ce que les gens peuvent venir en nu-pieds ou en tongs? Est-ce que vous êtes un peu comme à la Silicon Valley, quoi? Et les gens peuvent être en train de jouer à la PlayStation pourvu que leur tâche soit accomplie, etc. Ce n'est qu'un exemple. Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que vous êtes plutôt du style à vouloir mettre tout vraiment de façon carrée, à imprimer une certaine rigueur? Peu importe de quel côté vous vous trouvez, il faut qu'il y ait une véritable vision des valeurs, que ça transparaisse. Et pour ça, vous devez généralement avoir rédigé un business plan pour savoir un peu quelles sont justement les valeurs, la vision et les missions que vous avez insufflées à votre entreprise avant de pouvoir transmettre ça aux collaborateurs. Si vous êtes incapable de leur dire et de leur montrer à travers vos actes, à travers les décisions, à travers la stratégie que l'entreprise a telle et telle et telle et telle valeur, comment voulez-vous qu'ils épousent les choses? Il faut montrer pour demander aux gens de suivre et d'intégrer. Donc, apprenez à rédiger un business plan, même si vous êtes déjà en train de gérer votre business. C'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous ne savez pas comment rédiger un business plan performant, rendez-vous sur www.academyrock.com. Vous y découvrirez une formation, parmi tant d'autres, sur le business plan qui est donnée par moi-même et dans laquelle vous allez apprendre à réussir votre business plan. C'est-à-dire comment le rédiger de façon convaincante. Parce qu'un business plan, c'est d'abord pour soi qu'on le rédige, pour comprendre où l'on va, qui on est, quel est notre ADN, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les étapes de notre développement. Et ensuite, ça peut accessoirement servir à lever du financement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je voulais vous expliquer qu'il est possible de ne pas être esclave de son business, qu'il est possible pour un entrepreneur de mettre en place un certain nombre de mécanismes et de comprendre un certain nombre de choses pour finalement en fait jouir de son business lorsque il deviendra fructueux.
pouvoir prendre son envol pour aller faire d'autres choses, créer d'autres entreprises, passer plus de temps à faire également un certain nombre d'activités, pratiquer des activités qu'on aime. C'est important. Sinon, vous serez frustré. Je vois trop d'entrepreneurs frustrés. Je l'ai moi-même été à certains moments parce que, de mon parcours, parce que je n'avais pas encore implémenté tout ce dont je vous parle là, et vous avez l'impression parfois de tout faire, que tout repose sur vous. C'est une charge qui est lourde à porter. Bien sûr, vous serez toujours le maillon central, mais il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas seul, et vous ne devez pas vous-même vous mettre dans la position de celui qui est seul et sans qui la machine ne peut pas tourner. Voilà. N'oubliez pas, vous pouvez booker une séance de coaching avec moi si cela peut vous aider pour qu'on aborde certains points. Et en attendant, si vous avez aimé ce contenu, s'il vous a plu, mettez un petit like, partagez-le pour que ça édifie le maximum de personnes. J'espère que vous êtes abonnés aussi. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.